Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui et pour l'intérêt que vous portez à cette conférence. Je me présente, Awa Njai, vice-présidente de la MECAS. Pour ceux qui ne connaîtraient pas très bien l'association, je vais vous la présenter en quelques mots. L'Amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, donc AMECAS, est une association étudiante ainsi qu'un think tank qui est affilié à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Notre activité consiste principalement à analyser les enjeux géopolitiques, politiques et socioculturels de l'Afrique subsaharienne et des mondes afrodescendants. Cela passe notamment par la rédaction d'articles, l'organisation de conférences comme celle d'aujourd'hui, mais aussi de podcasts. Je vous invite d'ailleurs à nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter, Facebook et LinkedIn, et à suivre notre podcast Le Maquis, qui est présent sur toutes les plateformes d'écoute, comme Encore ou Spotify. Comme vous le savez, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler du Sénégal. Un pays qui a longtemps joui, et qui jouit encore d'ailleurs, de l'image d'un pays modèle ou d'un pays d'exception en Afrique subsaharienne, notamment dans l'espace francophone. On a par exemple pu parler d'une exception sénégalaise, ou encore d'un îlot de démocratie, depuis son indépendance, en opposition avec un certain nombre d'États africains qui souffrent d'une instabilité politique récurrente et où les principes démocratiques et l'État de droit sont bien souvent bafoués. Or, lorsque cette idée d'exception sénégalaise est mise à l'épreuve des faits, à la lumière d'analyses historiques, force est de constater qu'elle se retrouve très vite mise à mal, voire même démentie. La démocratie sénégalaise a par exemple pu être qualifiée par le passé de, je cite, semi-démocratie ou encore de quasi-démocratie dans les années 90 avant l'alternance de l'année 2000. À noter que ces expressions ont été utilisées par les chercheurs Christian Coulon et Leonardo Villalon. C'est donc tout l'objet de la rencontre d'aujourd'hui. À travers l'histoire socio-politique du Sénégal et les analyses de nos intervenants, nous allons revenir ensemble sur cette idée, quelque peu stéréotypée, mais qui trouve quand même son origine dans un fond de vérité que nous allons, avec nos intervenants, décrypter et nuancer. L'objectif, au cours de ces 3 heures, est donc non seulement de faire le bilan de l'histoire socio-politique de ce pays depuis son indépendance jusqu'à nos jours, mais également de nous projeter dans le Sénégal de demain, à court et à long terme, à travers un certain nombre d'enjeux, comme par exemple les prochaines élections législatives et présidentielles de 2022 et de 2024, la crise au Sahel ou encore la question du panafricanisme qui est centrale pour nous à la MECAS. Pour la petite histoire, l'idée d'organiser cette conférence est née l'année dernière à la suite des manifestations d'ampleur qui ont eu lieu en mars 2021, comme vous le savez probablement. Le timing de cette conférence n'est donc pas un hasard, puisqu'elle se tient près d'1 an après les faits. Je profite donc de cette occasion pour rendre hommage aux 14 personnes décédées lors de ces manifestations. Nous ne les oublions pas. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à nos intervenants pour la première partie, qui est consacrée à cette idée d'îlot démocratique à travers un focus sur les premières années du Sénégal indépendant. Je suis par ailleurs animateur de Edmond Podcast, co-réalisateur avec mon camarade Matima Dibasila du documentaire L'indépendance contestée, le Sénégal révolutionnaire, et qui porte sur la thématique que je vais tenter de vous exposer aujourd'hui. Donc avant tout, comme Awa l'a rappelé, je pense qu'il est impossible de commencer cette conférence sans avoir une pensée pour les 14 victimes de la violence policière, des violences policières en mars dernier, et des centaines de blessés qui portent toujours les séquelles de la répression qu'ont mené les autorités il y a exactement 1 an. Et justement, l'enjeu de mon intervention aujourd'hui, ce que je vais tenter de faire, c'est de retracer justement dans les premières années de l'indépendance du Sénégal, dans sa structuration en tant qu'État indépendant, post-colonial, on peut ainsi dire, en tout cas dans le temps post-colonial, tenter de comprendre comment on peut en arriver 62 ans après l'indépendance à toujours réprimer, emprisonner, tuer, torturer des personnes qui ont des idées divergentes à soi ou en tout cas à l'idéologie dominante. C'est donc cette première partie, le Sénégal indépendant, un milieu de démocratie. Vous voyez sur la photo illustrative, c'est une photo du premier gouvernement du Sénégal indépendant. Et on va revenir sur sa structuration. Et pour comprendre, disons, cette problématique de la démocratie, ça dépend de ce qu'on entend par démocratie, bien entendu.
la démocratie, dans son acception la plus générale, consiste en le gouvernement par le peuple et pour le peuple. Or, force est de constater que l'administration coloniale est un régime foncièrement antidémocratique. Dès lors que l'État post-indépendance puise ses racines de l'administration coloniale, on peut se poser des questions de quel type de démocratie est en jeu, et si cette notion de démocratie n'est pas en fait un paravent pour des régimes tout à fait autoritaires, dans la mesure, qui plus est, que le Sénégal est présenté comme une exception depuis très longtemps. Elle a ses réalités, elle n'a pas eu de coup d'État militaire, ça c'est vrai. Elle n'a pas eu des exactions aussi massives que dans d'autres régimes, je pense par exemple au Congo sous Mobutu, et ou bien même à la Guinée de Sékou Touré dans les années 70. Mais on ne peut pas, à mon avis, faire les frais d'une analyse plus profonde de cette structuration politique sous prétexte qu'il n'y a pas eu des exactions à cette échelle-là ou bien le coup d'État militaire. L'Empire qui ne voulait pas mourir, qui tire son titre de l'ouvrage collectif massif qui est paru à l'automne dernier, à l'automne 2021, dans le contexte, et c'était pas particulièrement calculé, mais dans le contexte du sommet France-Afrique à Montpellier, et je tiens d'ailleurs à féliciter la MECAS pour sa dénonciation de sa prise de position de ce sommet, avec des citations tirées de Boubacar Bourdieu. Alors, l'Empire français, dans les années 50, est mis à mal considérablement, dans le cadre d'une effervescence, d'un bouillonnement anti-impérialiste considérable. On pense notamment au souffle afro-asiatique de Bandung, la conférence de Bandung en 1955, qui a accueilli des délégations de nations indépendantes et en voie d'indépendance. En 1954, l'année précédente, il y a la désillusion, la défaite de l'armée française à Dien Bien Phu, en Indochine, qui acte l'indépendance du Cambodge, du Laos et du Vietnam. Et en 1954, il s'agit également du début de la guerre d'indépendance d'Algérie. Donc dans ce contexte-là, l'État français se pose des questions quant à la viabilité de son empire tel qu'il existe. Il n'a nullement l'intention, l'État français, de céder ses colonies, de céder à cette bataille anticolonialiste, mais se voit confronté à une situation de réforme indispensable. Ça rejoint ce qui se passera par la suite, cette conception que Edgar Faure formulera de la manière suivante: quitter l'Afrique pour mieux y rester. Donc en 1956, l'État français acte la loi cadre de fer, dans le cadre de l'Union française qui avait été instaurée 10 ans plus tôt, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1946. Et la loi cadre de fer de 1956 met en place des gouvernements semi-autonomes. Et donc, des premiers jalons de structures menées par des Africains, du moins en façade. Parce qu'en réalité, quand on parle de semi-autonome, c'est parce que il s'agit véritablement que de quelques affaires internes, alors que la grande majorité des prérogatives qui font état de souveraineté sont menées par l'État français. Dans ce contexte-là, je le disais, le premier gouvernement est mis dans le cadre du Sénégal, le premier gouvernement d'autonomie est mis en place en 57. Or, en 58, il y a la crise en Algérie, le retour du général de Gaulle au pouvoir en France, et il y a donc une crise institutionnelle majeure, un risque de basculement dans le contexte algérien vers l'indépendance, en plus de la tentative de coup d'État, le putsch des militaires, et donc le général de Gaulle acte en tant que, disons, revenant la grande figure de la résistance de la Seconde Guerre mondiale, comme chef d'État suprême, met en place des nouvelles structures, en accusant la 4ème République, qui était parlementaire, d'être trop vacillante et trop instable, mettant en place donc les bases pour la 5e République à travers la communauté française, qui, dans le cadre de l'empire colonial, implique des États membres qui, à nouveau, gagnent encore un petit peu en autonomie, mais pas en indépendance. C'est des compromis que l'État français fait pour pouvoir conserver ses colonies, et dans le cadre duquel l'État français est considéré comme, disons, l'État souverain qui est en charge des affaires communes. Donc les affaires communes, ce sont la politique étrangère, la défense, la monnaie, la justice ou encore l'enseignement supérieur.
C'est dans ce cadre-là qu'il y a un référendum pour lequel les futurs États membres sont appelés à voter. La Guinée de Sékou Touré sera la seule à voter non à l'intégration au sein de la communauté française, avec cette fameuse citation « Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage ». Il me semble qu'il y a encore des trolls. Bon, on va continuer jusqu'à ce que c'est possible. Dans ce contexte-là, l'UPS, donc l'Union progressiste sénégalaise, qui est en fait la fusion entre plusieurs partis, initialement lancée par Léopold Sédar Senghor, Mamadou Dia et Ibrahima Seydou Nourou en 1948 comme le bloc démocratique sénégalais. La question se pose, est-ce que le Sénégal opte pour l'indépendance immédiate en 1958 ou opte pour devenir faire partie intégrante de la communauté? L'UPS, à un congrès de Bamako plusieurs mois précédant le vote au référendum, opte pour le non. Ça, c'est la position du parti. Mais au dernier moment, en fait, quelques semaines avant le vote, Léopold Sédar Senghor avoue à son colistier et à son camarade Mamadou Dia qu'il a passé un accord avec le gouvernement français, c'est-à-dire Michel Debré et Georges Pompidou, pour voter oui. Et il concevait en fait l'indépendance échelonnée sur 20 ans. Donc lui, il concevait l'indépendance du Sénégal pour la fin des années 70 ou au tout début des années 1980. Dans ce cadre-là, la communauté française remporte un oui massif. Est-ce que ce serait possible de... Je ne sais pas si vous êtes en mesure d'effacer, parce que c'est un peu... Alors, effacer, je ne sais pas, mais j'ai réussi à enlever la personne. D'accord. Bien, j'arrête de partager, je repartage. Oui, je pense qu'on peut faire comme ça. Voilà, ok. Voilà. Voilà, et donc dans ce contexte-là, la communauté française voit le jour. Sauf qu'en fait, toutes ces mesures, que ce soit la loi 4 de fer de 56 ou cette nouvelle communauté française en 58, sont des réformes dans un contexte où, disons, la volonté des peuples pour l'autodétermination est si forte que l'indépendance est presque inéluctable. Et donc dans ce contexte-là, il s'agit de savoir quelles sont les conditions de l'indépendance. Et donc l'État français détermine les conditions d'indépendance en 1959-1960 à travers ce qu'on appelle les accords de transfert de compétences, qui sont bien entendu écrits par l'État français, qui transfèrent les compétences que l'État français maîtrisait à travers les affaires communes, tout ce qui concerne la politique étrangère, la monnaie, la défense nationale, l'enseignement supérieur. Ces compétences-là, ces prérogatives qui sont le signe de la souveraineté, sont transférées aux États nouvellement indépendants, sauf que ces accords de transfert de compétences sont annexés avec des accords de coopération dans tous ces domaines clés-là. Ce qui fait que la France garde, à travers ces accords de coopération, sa mainmise sur de larges parts de ce qui est marque de souveraineté. Donc la monnaie à travers le franc CFA, l'armée à travers une coopération militaire et des bases militaires à travers le continent, la politique à travers des conseillers politiques, l'enseignement supérieur à travers notamment l'université de Dakar, qui sera le foyer de contestation par la suite déjà à la fin des années 50, mais d'autant plus en 68, qui est toujours une université française à travers les années 60. Bref, vous comprenez bien qu'on parle d'indépendance, de contrats qui sont signés, d'accords qui sont signés, dans des conditions qui sont extrêmement favorables à la France. Et Pierre Messmer, d'ailleurs, qui était haut-commissaire au Cameroun, à la tête de l'administration coloniale au Cameroun qui a massacré les Camerounais de manière similaire à ce que l'État français a fait en Algérie, causant des centaines de milliers de morts, avait cette citation, avait cette déclaration: nous avons accordé l'indépendance à ceux qui la demandaient le moins, après avoir éliminé politiquement et militairement ceux qui la demandaient avec le plus d'intransigeance. Il écrit ceci dans ses mémoires. En 1960, donc, les États sont balkanisés. Il ne s'agit plus de fédérations comme il était le cas dans l'AOF et l'AEF, l'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale française. Et une fédération subsiste, la fédération du Mali, qui initialement était censée regrouper la Haute-Volta, le Burkina Faso aujourd'hui, et le Dahomey, le Bénin aujourd'hui. Ajouter à cela le Sénégal et le Soudan français, le Mali aujourd'hui. Sauf que la Haute-Volta et le Bénin, ou le Dahomey du moins, sous pression des gouvernements français et ivoiriens, ont décidé de ne plus
faire partie du projet. Les accords de transfert de compétences dont je parlais sont donc signés le 4 avril 1960 dans le cadre de la Fédération du Mali regroupant le Sénégal et le Soudan français de l'époque, mise en vigueur à partir du 20 juin 1960. Et la fédération ne subsistera que 2 mois, parce que les tensions sont trop importantes. Il s'agit d'une fédération, donc d'une assemblée fédérale, d'un gouvernement fédéral, entre 2 territoires qui historiquement sont liés, à travers notamment l'Empire du Mali, au XIIe et XIIIe siècle. Mais les tempéraments, les égos, les visions politiques surtout, s'affrontent. Léopold Sédar Senghor, dans ce contexte-là, est président de l'Assemblée fédérale, et Modibo Keïta, représentant du Soudan français, est président du gouvernement de la Fédération du Mali. À la mi-août 1960, les tensions arrivent à leur comble. Léopold Sédar Senghor accuse les Soudanais de vouloir coloniser et de réduire en esclavage les Sénégalais, tandis que Modibo Keïta accuse les dirigeants sénégalais d'être plus français que les Français eux-mêmes qui voulaient franciser le Mali. Vous voyez, 62 ans plus tard, il y a une résonance assez importante dans ces déclarations et dans ces prises de position, ce qui fait que le gouvernement du Sénégal, ou du moins la délégation sénégalaise, décide de renvoyer dans la nuit du 19 au 20 août la délégation soudanaise par le train Dakar-Bamako, et le Sénégal devient formellement indépendant de la Fédération du Mali le 20 août 1960, sous la forme d'un régime parlementaire bicéphale, avec Léopold Sédar Senghor comme président de la République du Sénégal, qui détient donc les prérogatives internationales de la diplomatie et garant des frontières nationales, et avec Mamadou Dia comme président du Conseil des ministres, qui a en réalité la mainmise sur la politique nationale et intérieure. Donc après les tensions au sein de la Fédération du Mali, il y a les tensions qui naissent à l'intérieur du parti État au pouvoir. Donc entre 1960 et 62, s'affrontent les camps de Léopold Sédar Senghor, qui estime pour sa part que l'indépendance est complétée par la coopération et que la dignité nationale ne s'oppose pas au maintien de l'amitié entre guillemets entre la France et le Sénégal, et donc une position ouvertement pour, disons, le dialogue, le maintien de l'amitié, toujours une fois entre guillemets, et donc favorisant les milieux d'affaires franco-sénégalais, et également, dans le contexte du Sénégal, les chefs religieux qui bénéficiaient de la traite arachidienne. De l'autre côté, il y a le camp de Mamadou Dia, de plusieurs ministres et députés qui sont acquis à sa cause, qui lui souhaitent diversifier les partenariats entre le Sénégal et l'international pour aller au-delà simplement du monopole diplomatique de la France, à travers notamment des partenariats avec l'URSS, le camp soviétique, et une planification agricole assez ambitieuse pour autonomiser et renforcer les coopératives paysannes. Dans ce contexte-là, à nouveau, là on est sur les bases de l'État sénégalais et donc de la démocratie sénégalaise, ou du moins du régime politique sénégalais. On est dans un contexte de parti-État, c'est-à-dire que formellement les partis d'opposition ne sont pas interdits à cette époque-là du moins, mais ils sont successivement dissous, intimidés, et on verra par la suite comment, à partir de 1963, ça c'est vraiment le règne du parti unique. À cette époque-là, avant d'arriver à 1963, à la fin de l'année 1962, les tensions dont je parlais juste précédemment entre les deux camps de Mamadou Dia et de Léopold Sédar Senghor mènent à nouveau, comme pour la Fédération du Mali, à une situation d'exacerbation, où le 17 décembre 1962, après plusieurs semaines de tractation, un groupe de députés pro-senghoriens dépose une motion de censure contre le gouvernement de Mamadou Dia à l'Assemblée nationale. Léopold Sédar Senghor, dans ce contexte-là, réquisitionne le chef des paracommandos, remplace le chef d'état-major des forces armées, et il y a un vote au Parlement pour voter cette motion de censure, au lieu que ce soit à l'intérieur d'une réunion de parti, comme cela se faisait jusqu'à présent, puisque, comme je le disais tout juste maintenant, il s'agit d'un parti-État au début de ces années 60. En réaction, Mamadou Dia fait arrêter 4 députés pro-Senghor, en vertu de ce qui était appelé à l'époque la primauté du parti, et la procédure fut finalement achevée au domicile de Lamine Gueye, le président de l'Assemblée nationale, et le lendemain, le 18 décembre 1962, Mamadou Dia et 4 ministres, donc Valdiodio Ndiaye, Ibrahima Sarr, Alioune Tall et Joseph Mbaye, sont arrêtés.
Dans la foulée, 1963 est, à mon avis, l'année la plus charnière dans la construction de l'État sénégalais et de ce qu'on appelle sa démocratie, car on est en présence d'une transition d'un parlementarisme bicéphale à un présidentialisme monocéphale, donc à une tête autoritaire. Il y a 3 moments clés dans cette année 1963 qui, la façon dont je le vois, marquera profondément la trajectoire que prendra l'État du Sénégal. Le premier moment dans cette année 1963 est le mois de mars. Le mois de mars marque le vote d'une nouvelle constitution qui confère à Léopold Sédar Senghor, le président de la République, les pleins pouvoirs. Pour vous donner quelques exemples d'articles, à l'article 21, je vais vous donner quelques exemples dans quoi cette constitution édicte des principes, mais dans la pratique est quotidiennement bafouée. L'article 21 ordonne que le président de la République est rééligible une fois. Donc, il y a une première élection, puis éligible pour un deuxième mandat, pour un mandat de 7 ans. Or, lorsque les élections viendront en décembre 1963, Léopold Sédar Senghor effectue un mandat de 5 ans au lieu de 7 ans, est réélu en 1968 pour un mandat qui va jusqu'en 73, sauf que est par la suite réélu en 73 pour un mandat qui va jusqu'en 78, réélu en 78 pour un mandat qui va jusqu'à 83, et donc il a été réélu effectivement 3 fois, et non qu'une seule fois. L'article 36 ordonne que le président de la République détermine la politique de la nation que le gouvernement applique sous la direction du Premier ministre. Or, à partir de 63, il n'y a plus de Premier ministre. Et l'article qui personnellement m'intéresse le plus, c'est l'article 3, qui fait mention de l'opposition sans parler du mot opposition, mais qui a une référence au parti politique autre que l'UPS. Mais il y a toujours constamment ce flou qui est entretenu entre parti politique et parti d'opposition. Est-ce qu'il s'agit, lorsqu'on parle de partis politiques, des partis politiques qui sont intégrés au sein de la coalition gouvernementale, ou s'agit-il de partis politiques d'opposition qui sont indépendants du pouvoir en place? L'article 3 ordonne: les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, ils sont tenus de respecter la Constitution ainsi que les principes de la souveraineté nationale et la démocratie. Il leur est interdit de s'identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une langue ou à une région. Les conditions dans lesquelles les partis politiques sont formés, exercent et cessent leur activité sont déterminées par la loi. En somme, tout motif est bon pour exclure les partis politiques d'opposition du point de vue de l'État. Je souhaiterais vous partager une vidéo à ce propos-là, en espérant que le son marche. N'y a-t-il pas à redouter que de plus durs que vous veulent aller plus loin? L'opposition est une nécessité. C'est la dialectique de la vie, de l'histoire. Nous admettons ici l'opposition, à condition que l'opposition soit légale, c'est-à-dire respecte notre constitution et nos lois. Ce que nous n'admettons pas, c'est que l'opposition s'aligne sur une puissance étrangère. Je pense que dans un pays sous-développé, le mieux est d'avoir, sinon un parti unique, du moins un parti unifié, un parti dominant, où les contradictions de la réalité, n'est-ce pas, se confrontent entre elles au sein du parti dominant, étant entendu que c'est le parti qui le tranche. N'y a-t-il pas à redouter? Vous l'avez entendu, étant entendu que c'est le parti qui tranche, c'est donc le parti qui, au nom de l'État, tranche l'égalité ou non des autres partis d'opposition. En mai, la deuxième date clé de cette année 1963, après le vote de la Constitution en mars, il s'agit de la condamnation de Mamadou Dia et des diaïstes. Une condamnation qui sera extrêmement sévère pour motif de tentative de coup d'État. Ibrahima Alioune Tall sera condamné à 5 ans de prison, Ibrahima Assa, Joseph Mba et Alioune Tall à 20 ans de prison, et Mamadou Dia, camarade de longue date de Léopold Sédar Senghor, sera pour sa part condamné à la prison à perpétuité. Vous avez vu les images à droite, une photo, à la fin de la vidéo, vous
précédemment, des élections du 1er décembre 1963 qui marquent la troisième date clé. Pourquoi? Ce sont les premières élections post-indépendance, dans le cadre de la nouvelle constitution de la Seconde République du Sénégal, dans le cadre de laquelle, bien entendu, puisque c'est le parti qui tranche, le parti a tranché qu'il n'y aura qu'un candidat. Il s'agit du secrétaire général du parti au pouvoir, l'Union progressiste sénégalaise, et le président de la République du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Candidat unique, score à 100%, il remporte 100% des voix. Contestation dans la rue de plusieurs partis d'opposition, notamment du PRA Sénégal et du Parti africain d'indépendance, qui a été dissous en août 1960. L'armée tire sur la foule. Les hélicoptères que vous avez vus à la fin de la vidéo précédemment jettent des grenades lacrymogènes sur la foule. Bilan officiel, 40 morts, 250 blessés. Bilan officieux, au moins 100 morts, avec sans doute des corps, notamment, qui sont lancés dans l'océan Atlantique, derrière l'hôpital Le Dantec, à Dakar. Vous voyez donc, en 63, la Constitution confère les pleins pouvoirs. L'opposition à l'intérieur, disons les frondeurs à l'intérieur du parti unique, sont écartés, et l'opposition est réprimée jusqu'au sang. Dans ce cadre-là, il s'agit de s'intéresser au statut des partis politiques après 63. Il y a plusieurs partis politiques, notamment le Front National Sénégalais ou le Bloc des masses sénégalaises lancé par l'égyptologue, l'intellectuel de renom Cheikh Anta Diop, qui sont autorisés pour quelques mois, ou du moins pas autorisés mais lancés, et puis dissous. Une des stratégies du président Senghor était, dans le cadre des opposants qui étaient un peu plus malléables et qui pouvaient être intégrés au sein de la coalition au pouvoir, de les intégrer, de leur offrir des postes, ou dans le cas où ils étaient un peu plus récalcitrants, de les emprisonner, ou bien de dissoudre leur parti, de les intimider. C'est ce qui a été le cas notamment du PRA Sénégal, une intimidation qui a mené, malgré des arrestations successives de leurs leaders, à ce qu'ils intègrent la coalition au pouvoir de l'UPS en 1966, avec ses leaders tels que Ablaïli, Amadou Mortambo et Hassan Sek, qui font qu'à partir de 1966 et l'intégration du PRA Sénégal au sein de la coalition gouvernementale, tous les partis politiques d'opposition sont interdits au Sénégal. À partir de 1966, la répression est sévère, notamment sur le Parti africain d'indépendance en clandestinité, notamment sur les opposants au sein de l'université, les centrales syndicales, les paysans. Et le multipartisme n'interviendra qu'à partir de 1974 au compte-gouttes et sera contrôlé jusqu'en 81 et le départ de Senghor, on en reviendra un peu plus tard. Et donc se pose la question, disons 5 ans, 10 ans, 15 ans après l'indépendance, à quand l'indépendance? À quand la sortie des nouvelles dépendances qui ont été créées par cette indépendance du papier? Ça, c'est à peu près les termes de la jeunesse de l'époque. Vous voyez une photo à votre droite, une mobilisation devant les grilles du palais, et à votre gauche, le président Senghor, en compagnie de son camarade de classe et ami de longue date, par ailleurs collègue, car chef de l'État français, en 1971, lors de sa visite au Sénégal. L'université, à l'époque, tout au long des années 60, fondée en 57, même dès 50, comme l'Institut des hautes études de Dakar, mais formellement considérée comme une université de plein droit, la 18e université française, arrimée, rattachée à l'Académie de Bordeaux, constituée d'une grande majorité de professeurs français, d'un tiers d'étudiants français, d'un tiers d'étudiants africains et d'un tiers à peu près d'étudiants sénégalais, sera un ferment de la résistance à l'époque. Dès 61, même avant, mais en 61 notamment, il y a une conférence qui avait voulu être organisée par l'UGAO, l'Union générale des étudiants d'Afrique de l'Ouest, en invitant notamment sur la thématique du devenir de l'université. Donc 60 ans plus tard, on se pose toujours ces questions-là. L'africanisation de l'université, la décolonisation de l'université des savoirs, avait invité notamment des intellectuels comme Amadou Hampâté-Bâ ou encore Cheikh Anta Diop. Cet événement a été un moment marquant car interdit par les autorités universitaires de consort avec les universités, avec les autorités gouvernementales, et marquera une longue liste de tentatives d'intimidation sur les associations étudiantes,
En 66, par exemple, à la suite du coup d'État sur Kwame Nkrumah au Ghana, des centaines d'étudiants de l'Université de Dakar partent dans les rues et se dirigent vers les ambassades américaines, états-uniennes et britanniques et seront en large partie arrêtés. Beaucoup des étudiants non sénégalais, africains, qui prennent part à cette manifestation seront expulsés chez eux, de même qu'en 68. Mais 68, c'est l'événement le plus connu, car il y a une littérature quand même assez conséquente, il y a encore des acteurs qui existent, qui sont toujours parmi nous. En 68, il y a donc un contexte international d'effervescence, il y a la mobilisation contre la guerre du Vietnam à travers le monde, il y a les mobilisations anti-autoritaires à l'est de l'Europe, au Mexique, aux États-Unis également, en France. Il y a le combat pour les droits civiques et la libération noire aux États-Unis. Bref, c'est un contexte d'effervescence internationale. Et dans le contexte du Sénégal, les autorités décident du fractionnement des bourses, ce qui mène à un mécontentement conjoncturel qui est lié au mécontentement structurel international. L'Union des étudiants du Sénégal, l'UDES, avec l'Union des étudiants de Dakar, l'UED, décident de la grève d'unité générale et seront gravement réprimés avec des descentes sur le campus universitaire. Au moins un mort qu'on peut nommer Salman Rushdie sera tué au pavillon A, plusieurs autres morts selon l'opposition, des centaines de blessés, des centaines de membres de la communauté universitaire, donc étudiants et employés qui sont internés dans des camps militaires pendant une dizaine de jours, des syndicalistes également qui sont envoyés au nord du Sénégal. Et il y a plusieurs autres manifestations à la Médina notamment, lors de laquelle 2 personnes perdront la vie, et à peu près 1000 étudiants africains non sénégalais, comme cela avait été le cas plusieurs années auparavant, en 66 notamment, seront expulsés chez eux à l'aide d'avions charter. Et à travers ces mobilisations, en 63, lors du massacre des Allées du Centenaire du 1er décembre, en 68, le discours du président Senghor est de dire qu'il s'agit à chaque fois d'une ingérence étrangère, d'étudiants étrangers, et en particulier de chômeurs qui n'ont pas de perspective et qui prennent le dessus sur la situation, mais qui n'ont pas de motif idéologique derrière et que leur grief est nul. Dans ce contexte-là, on va revenir sur le multipartisme contrôlé. On va en parler maintenant. Parce que le multipartisme contrôlé, c'est un peu parallèle. Si vous voulez, il y a le multipartisme, donc il y a le regard institutionnel, et puis après, il y a la réalité de terrain. Je vous jouer cette vidéo courte où on voit Léopold Sédar Senghor et quelqu'un que vous reconnaîtrez qui est assez jeune à l'époque. Il faut distinguer, encore une fois, le Sénégal des autres territoires. Politiquement, nous étions prêts. Je vous l'ai dit tout à l'heure, notre premier représentant au Parlement français, c'était en 1802. Les autres ont été moins bien préparés que le Sénégal, et c'est la raison pour laquelle nous pouvons organiser un système multiparti au Sénégal. Les autres, non. Il faut une génération. Ce multipartisme a été possible au Sénégal parce qu'il ne comporte pas de risque de désorganisation de la société. Puisque le Sénégal forme une nation, il n'y a pas d'ethnie qui risque, n'est-ce pas, de s'entretuer, alors que dans les autres pays, la création d'un parti politique peut entraîner des polarisations ethniques et des affrontements qui peuvent porter préjudice à la cohésion nationale. Il faut distinguer. Vous avez donc entendu Ablaye Wade, qui deviendra président en 2000, après quand même 26 ans de l'opposition formelle. Il avait marqué certains points de divergence un peu plus tôt, bien qu'il avait été membre de l'UPS, qui deviendra PS. La raison pour laquelle je reviens sur le multipartisme contrôlé, c'est pour vous dire qu'il y a quand même une certaine dissonance entre le discours officiel et la réalité du terrain. On vient de voir tout de suite le statut des partis politiques d'opposition, les opposants, même s'ils ne sont pas encartés, la façon dont ils sont marginalisés, réprimés, notamment dans le cadre de mobilisation estudiantine. Et il y a ce discours déjà, alors cette vidéo date de 1981, ça c'est après le départ de Senghor, c'est au moment où Abdou Diouf est en train d'ouvrir les vannes du multipartisme intégral. Vous voyez ce discours déjà de l'exception sénégalaise, donc il ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est de dire que le Sénégal a des représentants auprès de la France depuis le début du 19e siècle. Cela fait donc 150 ans que le Sénégal a été préparé
Et vous entendez bien, lorsqu'il dit préparer, c'est préparé par la France, par les institutions françaises. Il faut bien lire à travers les deux. En 1974, le PDS, le Parti démocratique sénégalais, voit le jour, mené par Ablaye Wade, conçu non pas comme un parti d'opposition initialement, mais comme un parti de contribution à l'Union progressiste sénégalaise. Dans ce contexte d'ouverture progressive démocratique, il y a un deuxième parti qui est légalisé, c'est le Parti africain d'indépendance, mené par Majhemout Diop, son leader qui avait été forcé, contraint à l'exil à Bamako en 1960, mais cela cause également des dissensions à l'intérieur du Parti africain d'indépendance, pour certains qui disent qu'il est manipulé par Senghor, qui lui a permis de rentrer à Dakar en étant auparavant de l'opposition, et donc vous voyez aussi les contradictions parfois, les nuances à l'intérieur des partis d'opposition. Un troisième parti est légalisé en 1978, il s'agit du MRS, de Boubacar Gaye, et ces quatre partis-là, donc l'UPS qui devient assez rapidement le Parti socialiste, l'EPS, le PDS de Ablaye Wade, le PAI de Majhemout Diop et le MRS de Boubacar Gaye, ils sont alignés selon ce que Senghor a théorisé comme étant les courants de pensée. L'EPS, Parti socialiste, est donc dans le courant de pensée du socialisme, le socialisme africain qu'il revendiquait. Le PDS est dans le courant libéral, le PAI est dans le courant marxiste-léniniste et le MRS est dans le courant conservateur. Dans la mesure où Cheikh Anta Diop, à travers son nouveau parti qu'il a fondé en 1976, le Rassemblement national démocratique, le RND, a refusé de se plier à ces quatre courants de pensée-là, a été écarté. Sa légalisation n'a pas pu être effective. Senghor a préféré l'écarter. Et en 81, Abdou Diouf accède au pouvoir après être devenu Premier ministre lorsque Senghor a décidé de rétablir la position de Premier ministre en 1970, donc 8 ans après l'avoir supprimé avec l'éviction de Mamadou Dia. Et en 78 plutôt, Léopold Sédar Senghor opère une réforme de l'article 35 de la Constitution qui permet non plus au président de l'Assemblée nationale, mais au Premier ministre, d'être le successeur du président en cas de vacance du pouvoir ou de démission. Alors que les élections sont prévues pour les prochaines élections pour 83, Senghor décide de démissionner à la fin, le 31 décembre 1980, permettant à Abdou Diouf d'avoir 2 ans au pouvoir sans élection et de préparer sa réélection et donc la perpétuation du régime socialiste. Entre-temps, en 81, le multipartisme intégral est instauré, ce qui permet également, ce qui a été une façon pour le pouvoir, de morceler l'opposition à travers tout un tas de partis d'opposition et beaucoup d'opposants qui, par ailleurs, ont été dans la clandestinité pour au moins 10 ans, si ce n'est plus, se voient, pour certains, une chance de briller sur la scène nationale, et pour d'autres, ils veulent continuer leur effort de conscientisation et d'avènement de la révolution maoïste, notamment, à l'époque, à la fin des années 70. Cela nous mène à notre dernière partie, et je voulais qu'on parle d'abord du multipartisme pour revenir sur la répression, notamment dans les années 70, parce que, eh bien, l'évolution institutionnelle du Sénégal dans les années 70, à travers ce multipartisme contrôlé, puis dit intégral, est liée à la répression, mais la répression, à travers ces différentes réformes institutionnelles, jalonne tout de même l'histoire politique du Sénégal. Il y a un personnage décisif dans ces années 70, il s'agit de Jean Collin, le ministre de l'Intérieur du Sénégal à partir de 71, qui était un ancien fonctionnaire de l'administration coloniale française, qui a épousé une Sénégalaise qui se trouve être la nièce du président Senghor, et Senghor lui vouera une totale confiance tout au long des années 70 pour mener le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire qu'il avait la haute main sur les prisons du pays et les forces de l'ordre. Sa nomination 71 intervient tout juste après une tentative d'attentat sur Léopold Sédar Senghor et le président français Georges Pompidou qui était en visite à Dakar, dont vous avez vu une photo plus tôt dans la présentation, menée par un groupe de jeunes militants révolutionnaires inspirés de Fidel Castro, de la révolution castriste à Cuba, des Tupamaros en Uruguay, des Black Panthers aux États-Unis et également du maoïsme en Chine.
avec la théorie de l'encerclement des villes par les campagnes. Dans ce contexte-là, ils font une tentative d'attentat qui n'arrive pas à bout, puisque les forces de l'ordre arrêtent le groupe de jeunes avant qu'ils passent à l'acte. Cela mène un des frères des deux personnes inculpées, qui est ce que vous voyez à droite, Omar Blondin Diop, qui est un philosophe, qui a participé au mouvement de mai 68 à Paris, qui devient de plus en plus influent également au Sénégal, puisqu'il a passé une année où il était en contact avec d'importants cercles artistiques et intellectuels de la gauche radicale à l'époque, entreprend un périple à la lutte armée pour libérer ses frères et ses camarades qui ont été emprisonnés du côté de Dakar, mène notamment une formation à la lutte armée du côté de la Syrie avec l'organisation de la libération de la Palestine, transite par Alger où il y a une antenne internationale du Black Panther Party menée par Aldrich Cleaver à l'époque, puis transite par le Mali sous Moussa Traoré après le putsch sur Modibo Keïta, et il est finalement arrêté, comprenant le plan de libération de prison. Lui est condamné à 3 années de prison à Gorée et sera retrouvé mort dans sa cellule 14 mois après avoir été incarcéré le 11 mai 1973. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un homicide de la part de ces gardes pénitentiaires, mais l'État, de manière très méthodique, a diffusé l'annonce selon laquelle Omar Blondin Diop se serait suicidé dans sa cellule. Par ailleurs, la photo que vous voyez à votre gauche intervient 2 ans avant la mort en détention d'Omar Blondin Diop. Il s'agit d'un groupe de 12 étudiants meneurs à l'université de Dakar qui, dans le sillage de la génération 68, avaient maintenu la mobilisation, qui ont été, vous voyez avec les traits militaires, incorporés de force dans l'armée par Senghor, et dont un, parmi ces 12, sera assassiné par les troupes coloniales portugaises à la frontière entre le Sénégal au niveau de la Casamance, au sud du pays donc, et de la Guinée-Bissau. Par ailleurs, en 1975, il y aura d'autres arrestations massives sur des membres du mouvement Andjef, le Front anti-impérialiste, où beaucoup de ceux-ci sont torturés, comme Omar Blondin Diop l'avait été, avec des méthodes dignes de régimes tout à fait autoritaires, avec des chocs électriques dans les parties génitales, des mégots de cigarettes qui sont brûlés sur la peau à vif, et comme cela se faisait 10 ans plus tôt, avec les goulots de bouteilles, c'est-à-dire, je m'excuse si c'est assez graphique, mais c'est important aussi qu'on situe la réalité de la répression, avec l'extrémité de bouteilles en verre qui sont insérées à travers l'anus jusqu'à effusion de sang. Ça, c'est donc, je tiens ceci de militants qui ont vécu cette répression. Cette dernière technique était davantage utilisée une dizaine d'années auparavant par un commissaire de police français, notamment, qui s'appelait André Castorel. Vous voyez donc les liens très étroits entre l'administration coloniale, le maintien de l'ordre, les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur dans la post-colonie du Sénégal, et comment tout ceci alimente la répression dans le contexte post-indépendance. Et cela nous mène, avec l'exemple de Jean Collin et de André Castorel, à nous poser la question, du maintien de cette culture de l'impunité de la répression, puisque dans le contexte des manifestations et de la répression de mars 2021, il y a exactement 1 an, en plus des institutions qui permettent ce qu'on peut appeler la macrocéphalie de l'exécutif, ou pour faire court, la conservation des pleins pouvoirs dans les mains d'un chef de l'État, puisque je vous le rappelle que malgré les annonces de rétablissement du poste de Premier ministre ici au Sénégal, c'est toujours le chef de l'État qui maintient une grande partie des pouvoirs, allant bien au-delà de ce qui est généralement admis comme étant la séparation des pouvoirs de l'exécutif, du législatif et du judiciaire. Donc en plus de ces institutions-là, le laboratoire répressif, comme je l'appelle, a été maintenu dans le contexte du Sénégal, puisque en mars 2021, une grande partie des armes qui ont été utilisées par les forces de l'ordre ou du désordre, vous le verrez comme vous le souhaitez, viennent de France, ont été importées dans le cadre de partenariats entre la gendarmerie nationale, l'armée nationale et des fournisseurs d'armes français.
Je vous donne quelques exemples, notamment au niveau des grenades lacrymogènes, des lance-grenades, des balles en caoutchouc, bien des blindés. Je vous redirige vers un article publié dans Street Press, écrit par Maxime Régnier, qui s'intitule « La France fournit au Sénégal les armes de la répression ». Voilà, ça c'était il y a 1 an. Et depuis, les enquêtes qui ont été annoncées, on en parlera tout de suite dans la partie qui suit, n'ont pas abouti. La raison pour laquelle on revient sur cette période, on peut se dire, 60 ans, ça remonte à loin, 50 ans, sauf que c'est fondateur dans le rapport aujourd'hui que les institutions ont avec la dissidence, c'est fondateur dans les institutions elles-mêmes et dans la façon dont l'État, en tant que monstre froid, comme certains aiment l'appeler, se structure et vit dans les vies de personnes concrètes avec des effets tout à fait concrets. Je vous remercie pour votre attention. Je vous fais quelques recommandations de lecture. Voilà, quelques ouvrages à la fois de chercheurs universitaires et d'acteurs de l'époque qui permettent de plutôt très bien situer la période. Donc, Gouvernance et lutte d'influence politique au Sénégal par l'universitaire Mohamed Lamine Manga. Le Sénégal à l'épreuve de la démocratie, enquête sur 50 ans de lutte et de complot au sein de l'élite socialiste par Abdoulatif Coulibaly. École et politique en Afrique noire, sociologie des crises et des réformes du système d'enseignement au Sénégal et au Burkina Faso par Pascal Diopini. Révolution africaine, Congo, Sénégal, Madagascar, années 60-70 par Françoise Blum. Mai 68 au Sénégal par Omar Gueye. Sénégal, notre pirogue par Roland Collin. Roland Collin qui était donc le directeur de cabinet de Mamadou Dia entre 1957 et 62. Vous pouvez écouter plusieurs de ses interventions sur RFI notamment. Mamadou Dia lui-même, à travers ses mémoires Afrique, le prix de la liberté. L'épopée du Parti africain de l'indépendance au Sénégal, 57-80 par Sadio Camara. Le Parti africain de l'indépendance qui, je le rappelle, c'est un événement assez méconnu de l'histoire politique du Sénégal, a tenté un maquis de terre en partant entre 64 et 65, se former à la lutte armée à Cuba, accueillis par Fidel Castro et Che Guevara, et qui ont été dénoncés par un des leurs, en fait, à leur retour de Cuba en transitant par Bamako, et qui ont été soumis à une répression assez massive. Un autre membre du Parti africain de l'indépendance, trajectoire et document du Parti africain de l'indépendance par Mokhtar Fanagnan, et finalement mai 68 à Dakar par un acteur qui est devenu historien, Ablaye Bathily. Réédité par ailleurs aux éditions L'Harmattan en 2018 pour le 50e anniversaire de mai 68. 2 lectures fondamentales que, à la MECAS, vous connaissez sans aucun doute, et pour les autres participants, je vous conseille très fortement à vous procurer. C'est pas particulièrement sur le Sénégal, mais le Sénégal est au centre, évidemment, des tentatives de panafricanisme effectives, du moins pas tellement forcément du panafricanisme, mais du moins du néocolonialisme pour la deuxième partie. Il y a des tentatives de panafricanisme en action, avec notamment le Parti africain de l'indépendance, avec les militants de la génération 68, et vous connaissez la position de Senghor fédéraliste au moment de la réforme de l'Empire français, mais assez très mesurée quant à son alliance avec les régimes dits plutôt révolutionnaires dans les années 60. Et évidemment, cette référence, cette encyclopédie sur la France-Afrique, l'Empire qui ne veut pas mourir, l'histoire de la France-Afrique, donc le premier ouvrage Africa Unite, écrit par l'historien Hamza Boukari Dabara, que vous connaissez très bien à la BECAS, et le second ouvrage sous la direction donc, de Thomas Borel, Hamza Boukari Dabara, Benoît Colomba et Thomas Delton. Je vous fais un peu de propagande, je vous redirige vers quelques textes que j'ai écrits. Donc le plus récent dans Afrique 21, Léopold Sédar Senghor, présidence en poésie. Un autre dans Le Monde diplomatique au Sénégal, sortir du bourbier néocolonial, qui est basé sur un entretien que j'ai mené avec Makima Libassela, avec Guy Marius Sagna, du FRAPP. Une tribune que j'ai publiée dans Le Monde Afrique pour appeler à la réouverture de l'affaire de l'enquête sur la mort de Mamouna Diop, dont on fêtera le triste anniversaire des 50 ans en 2023. Par ailleurs, un article que j'ai publié dans Contretemps sur les forces du désordre, donc un peu sur l'histoire longue de la construction de la police coloniale et ses effets sur les colonies françaises et aujourd'hui sur les États post-indépendance. Une traduction en Wolof par Daouda Gueye dans Loudé Fouarou, qui est un site internet 100% Wolof, fondé par Boubacar Boris Diop. Et finalement, une tribune, petit court article sur la valorisation du patrimoine national en Afrique et sur comment l'histoire, comme j'ai tenté de vous le démontrer aujourd'hui, informe le présent. Finalement, quelques recommandations de films.
Monserrao de Alassane Diagne sur le Parti africain d'indépendance, Les Mamans de l'indépendance sur les femmes dans les luttes pour l'indépendance et après l'indépendance, 2 films de Abna Ndiaye Leclerc, Valdiodio Ndiaye, l'indépendance du Sénégal, paru en 2000, et Valdiodio Ndiaye, un procès pour l'histoire, paru récemment, qui d'ailleurs, pour ceux qui sont à Dakar, est diffusé à la place du souvenir, il me semble, à 19h aujourd'hui même. Par ailleurs, Président Dia sur Mamadou Diallo par William Ousmane Baye, Juste un mouvement et un révolté sénégalais, Omar Bonadjo, respectivement par Vincent Messien et J.D. Digo sur Omar Bonadjo. Et à nouveau un peu de propagande, le film documentaire sur lequel je travaille avec mon camarade Makima de Basila, qu'on a réintitulé depuis, donc l'indépendance contestée, au nom le Sénégal révolutionnaire. Voilà, je vous remercie.